bienvenue et ravi d'être une fois encore de notre en toi de le savoir. Record et prix d'excellence économique, c'est presque, mesdames, messieurs, à l'appel que le Bénin, sous le régime Talon, les récolte. Le dernier, sous le feu des projecteurs, l'évaluation des pays de l'Association internationale de développement IDA. Le Bénin aura été classé à la première place ce mois d'août en cours. Une nouvelle performance, mesdames, messieurs, qui aurait conféré au pays le titre de l'un des meilleurs élèves des institutions de Bretton Woods. Performance économique record sous Talon. Enfin, le pas décisif pour un développement de rêve. Un universitaire et un politique pour l'instant débat. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, M. Mathieu Avlessi, acteur politique, il est membre fondateur du BR, le bloc républicain, l'une des formations accompagnant le régime au pouvoir. Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, M. Joël Etonji, bonjour, chers téléspectateurs, et bonjour à M. Avolonta, et que je suis heureux de revoir. Ah oui, il vous l'annonce ainsi, son vis-à-vis, c'est M. Aimé Avolonta, en tout cas, précédemment, ensuite des données politiques, les deux étaient en notre compagnie pour parler des données économiques. Et oui, ils ont accepté de nous accompagner pour l'instant de décryptage. Toute une satisfaction, professeur agrégé de linguistique, intervenant, oui, au département d'études françaises à l'université York à Toronto, Canada. Il est analyste des dynamiques de politique africaines. Eh bien, bienvenue à Volontaire. Bonjour. Bonjour, Monsieur Yetonji. Bonjour, Monsieur Avlessi. Je suis très, très enchanté que nous soyons encore réunis tous les trois autour de l'intérêt du pays et à doubler à ton oncle, à doubler à ton oncle basé. Donc, je pense que ce serait certainement de bon augure cette émission encore comme la dernière fois. En tout cas, merci et bonjour à vous téléspectateurs aussi. Ok, il va répondre. Merci pour la disponibilité. Donc, chers invités, de 2016 à 2020, mesdames, messieurs, que de records battus au plan économique par le chantre du nouveau départ, Patrice Talon et son équipe. Le Bénin hier, pays pauvre, faut-il encore le mentionner, compte désormais parmi les États à revenus intermédiaires. À la loupe avec nos invités, les performances économiques et la vérité des chiffres. Monsieur Mathieu Avlessi, lorsqu'on évoque ces records, quel est d'abord le sentiment qui vous anime? Un sentiment vraiment de fierté, un sentiment de ce que effectivement on nous annonçait, on nous avait dit juste au lendemain des indépendances qu'on est un quartier latin parce que la crème est là, on apprend vite, on sait vite agir, mais à un moment donné, on est allé dans des dérives. Aujourd'hui, je me reconnais vraiment béninois parce que nous sommes performants et notre performance est prouvée à la face du monde. Alors, juste la petite question, je la poserai aussi à M. Avolonta avant d'aller vers les chiffres. Monsieur Aimé Avolonta, alors lorsqu'on énonce ces données, quel est votre état d'âme avant d'aller dans le vif du sujet? Alors, j'aime beaucoup la fin, la dernière phrase du thème auquel vous nous soumettez, oui. Le rêve et la suite. Et c'est vrai que le rêve est le moteur qui permet de maintenir l'individu, disons, vivant. Et c'est vrai que aussi que les chiffres, quand on les regarde, il y a lieu de se dire que oui, on a des raisons d'être fiers, d'être béninois, mais derrière ces chiffres, à l'intérieur de ces chiffres et devant ces chiffres, ce qu'il y a, je ne crois pas que nous soyons déjà passés du rêve au chemin potentiel d'un développement. Et c'est un peu ce que je vous démontrerai tout à l'heure. Du rêve au chemin du développement, est-ce qu'on y est déjà? Ok, mesdames, messieurs, on va y aller avec nos invités. Monsieur Mathieu Avlessi, j'aimerais bien commencer par le taux de croissance PIB et ensuite on ira avec le taux,
par habitant, pourquoi pas PIB par habitant, le taux de croissance PIB. Oui, merci monsieur le journaliste. Je crois que, par rapport à ce thème, par rapport à l'évolution des chiffres relatifs à notre PIB, je peux nous rappeler qu'en 2015, nous étions à 1,8%. En 2016, nous sommes passés à 3,3%. En 2017, à 5,7%. En 2018, nous étions à 6,7%. Puis en 2019, nous sommes à 7,6%. Vous voyez une croissance régulière de notre produit intérieur brut. On peut croiser avec, le solde global du PIB. Et ici, par rapport à la norme au niveau de l'UEMOA est moins 3%. En 2015, nous étions à moins 5,9%. Ce qui est bien en deçà de moins 3. Parce que tout le monde ne sait pas comparer les chiffres quand c'est moins 5 est bien inférieur à moins 3. En 2016, on était à moins 4,4%, toujours en deçà de la norme. En 2017, nous sommes passés à moins 4,3%, toujours en deçà, mais nous allons en 2018, on était à moins 2,9%. On est en train de dépasser, on a évolué par rapport à la norme. En 2019, on est à moins 2,3%. Ça, c'est des chiffres qui ne trompent pas. C'est des chiffres que, lorsque des gens, des compatriotes se disent, la véracité, le contenu, et si ça se fait comme ça, sans que personne ne trouve à reprocher, sans que les institutions internationales ne nous tombent pas dessus, ça veut dire que c'est déjà vrai. Soyons un peu optimistes. Si tant est que c'était possible de manipuler, les régimes précédents auraient déjà manipulé. On n'allait pas nous laisser le pays à moins 5,9%, pendant que la norme était à moins 3. Et donc, je crois que faisons confiance à ce qui se passe. Et ce n'est que lorsque, à ce niveau des agrégats, on aura capitalisé, on aura sécurisé notre position, que le réinvestissement de ce flux pourra se faire pour que chaque Béninois en ressente. C'est comme ça se passe. On n'a pas le choix de créer la richesse, de les réinvestir pour que nous en ressentions. Et je suis fier d'être Béninois que ça se passe comme ça. Créer la richesse, les réinvestir, en tout cas, l'équation, ils sont nombreux à l'établir. Et avant d'y arriver, il faut bien mettre en terre. Monsieur, mais avant longtemps, vous avez suivi graduellement comment ces chiffres ont évolué dans le temps. Peut-être encore d'autres records avant la fin de l'année, pourquoi pas début 2021. Votre regard? Alors, c'est vrai que, et c'est bien que nous utilisions cet instrument de mesure de la Banque mondiale qui s'applique à tous les pays, également le PIB. Mais il faudra quand même mettre également en parallèle le PIB par habitant. Il faut mettre on prendra ce taux de croissance et nous allons le regarder également par le PIB par habitant. Allons-y. Je vais vous dire que c'est vrai. Nous sommes, M. Avessi a dit tout à l'heure 7,4 ou 7,6. En fait, le taux que moi j'ai, c'est 6,4. Mais ça n'a pas d'importance. De toutes les façons, nous avons dit non, nous tournons autour de 7%. Ce qui, c'est vrai, est une nette progression. Ça, c'est particulièrement notable, mais pas exceptionnel au regard des pays d'abord avoisinants et de ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple comme la Tanzanie, le Kenya et l'Éthiopie, où ils sont en fait dans les deux chiffres de taux de croissance. Vous allez me dire que c'est vrai que dans les pays développés, quand ils ont 3% de croissance, eh bien, ils s'en réjouissent et on danse. Et je vous dirais que c'est vrai. Le Canada, par exemple, pour être concret, le Canada, en 2019, avait un taux annualisé de 3,4% contre 1,1% au trimestre suivant. Et on est tombé à 0,3% au cours des 3 derniers mois de l'année 2019. En 2020, on était à 1,7% au Canada. Quand on regarde ça, c'est vrai, les performances du Bénin sont notables. Néanmoins, le taux de croissance dont on nous parle ici est celui de 2019.
2019, et j'insiste fondamentalement sur ce que c'est 2019, vous allez voir tout à l'heure par rapport à 2020, dans quelle galère est-ce que nous avançons. Alors, même si ce taux de croissance est en progression et notable, ce n'est pas un taux exceptionnel au regard de ce qui se passe dans la sous-région, de ce qui se passe en Afrique et en regard du PIB par habitant, c'est-à-dire la création de richesses par habitant, où on note justement un taux de 49% de taux de pauvreté dans ce pays-là. C'est-à-dire que, monsieur Yetonji, une personne sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Et ce seuil de pauvreté a été déterminé, non pas en sus, mais en source des possibilités de pouvoir s'offrir au moins un repas par jour, de pouvoir s'acheter ne serait-ce qu'un comprimé de quinine par jour quand on a mal à la tête, quand on a un palu. Ce taux de pauvreté donc de 49% qui détermine dans un pays où l'on proclame à coups de trompette un taux de croissance de 6,4%, ou enfin je ne vais pas discuter les taux avec M. Avlessi, moi j'ai 6,4%, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas d'importance. Dans ce pays, avec ce taux de croissance, où 30% des foyers dans les zones urbaines ont accès à l'électricité et 70% sont dans l'obscurité. Dans un pays avec un tel taux de croissance où 94% en zone rurale n'ont pas l'électricité. Et c'est vrai, depuis quelques semaines, il y a un satisfecit des gouvernants sur ce que nous sommes, un pays à revenus intermédiaires. Déterminé par qui? Déterminé par ces mêmes agences, ces mêmes institutions qui nous affectent les satisfecits pour que nous nous en négocions. Je reviendrai surtout dans ma conclusion à comment il faut regarder ces institutions. Néanmoins, je continue. C'est au point, en fait... Monsieur Avolonto, s'il vous plaît, les chiffres que vous avancez par rapport au taux de pauvreté, que vous avancez par rapport au taux d'électrification en zone rurale, sont-ils des chiffres actuels? Oui, ce sont leurs chiffres en fait. Je suis allé chercher leurs chiffres pour que ce ne soit pas contestable. Donc, ce sont les chiffres actuels et des chiffres du gouvernement actuellement. Alors, enfin, évidemment, ce n'est pas mis à la disposition du grand public. Il faut aller chercher pour les trouver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de permettre un mieux vivre, un mieux-être à la population, eh bien, on voit une érosion chronique, une régression grave par rapport au niveau de vie. Le fossé entre ces chiffres officiels et le vécu au quotidien, tout aussi officiel des populations, mais ce fossé est abyssal, M. Yetonji. Le fossé est tant si bien abyssal que, bien que ne vivant pas au Bénin au jour le jour, eh bien, je suis comme un baromètre. Je vous assure que depuis les 3 dernières années, oui, mon cœur n'a jamais autant saigné face à des sollicitations de détresse que ça ne l'est actuellement. Et cela ne va pas en diminuant, cela va en crescendo. Et face à cette misère, je me dis, il y a un moment où on peut aller avec l'indécence éventuellement, mais il y a un moment où il faut cacher l'indécence derrière soi et avec soi. Vous voulez dire que de votre position... Et je parle, en fait, je vais finir rapidement. Je vais finir en vous disant que la chose... la gouvernance actuelle, la gouvernance du président Talon est empreinte d'une telle opacité. Je sais que vous avez commencé par l'article d'hier par rapport au Bénin face au pays de l'IDEA. Oui. Eh bien, l'opacité actuelle dans laquelle le gouvernement baigne est telle que
le port autonome de Cotonou, Vous permettez, au port de Lomé et au port du... Oui, allez-y. Permettez que je revienne sur cette question parce que là, vous embrassez plusieurs préoccupations à la fois. Je reviens sur cette situation. Les chiffres de l'IDEA, là encore, c'est des satisfecits pour le Bénin. La situation du port, oui, on y revient avec votre permission, parce que c'est important. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le taux de croissance PIB en lien avec le PIB par habitant. Vous pensez que c'est un scandale, on ne doit pas en être là. Vous qui ne cessez de recevoir des sollicitations pour un rien du tout quand on vous suit, et ça va de mal en pis. Monsieur Avlessi, vous qui êtes en contact plus permanent avec les Béninois que monsieur Avolontan, lorsqu'il évoque ses préoccupations, le lien du taux de croissance par habitant avec le PIB, croissance. Merci, monsieur le journaliste. Merci à monsieur Avolontan. Je crois qu'il annonçait que nous sommes à 49% de taux de pauvreté, pendant que notre taux de croissance est à 7,6. Est-ce qu'il peut me dire à quel taux de pauvreté on était lorsqu'on était à 1,7, à 1,8 de croissance? Ça nous permettrait de faire la marge, de faire la différence. On était à 1,8 en 2005. En 2006, on est à 3,3. À ce niveau-là, quel était le taux de pauvreté? Et qu'il me permette d'avoir ça, et que ce faisant-là, que lui-même fasse le lien entre les 49% et qui sont liés à 7,6 et quel est le taux lié à 1, vous voulez qu'il vous réponde? J'aurais bien voulu qu'il me réponde. Okay. Donc il revienne sur ça après. Parce qu'il a parlé aussi de l'électrification. Oui. L'électrification, je crois, les chiffres actuels, les chiffres qui existent, les chiffres qui parlent vraiment au Bénin en ce moment-là, en zone rurale, en 2005, on était à 51,20% en zone urbaine et à 7,70% en zone rurale. En 2015, on était à 58% en zone urbaine et à 8,3% en zone rurale. En 2017, on était à 59,30% et à 8,3% en zone rurale. Et aujourd'hui, nous sommes à 60,74% en zone urbaine et 8,38% en zone rurale. Que ces avancées-là, on les apprécie à bonne fin. Vous demandez qu'on constate au moins qu'il y a eu... Qu'il y a des évolutions. Et que, maintenant, qu'on dise, voilà, sollicitation. Et vous avez vu ce qui circule sur les réseaux depuis hier où on classe les 6 premiers, je vais parler dans le détail, les 6 premières fortunes du Bénin. Bon, ça, c'est une variante pour dire que c'est ce classement dont je ne vais pas parler ici, que nous avons tous, fustige notre gouvernance. Parce que les meilleurs qu'on a vus là, c'est les politiques. Quelle affaire ils font? C'est notre pays qu'on purgeait. C'est notre pays qu'on essorait pour son compte personnel. Et ça, je l'avais annoncé dans notre émission, dans notre échange de la dernière fois. Notre démocratie était vache à lait pour un petit groupe. Il faudrait que ça change. Ça change d'abord au niveau de la gouvernance politique. Et ça change déjà. Et là, les institutions nous prouvent que ça change au niveau des chiffres. Et c'est après ça, après avoir consolidé ce changement, que nous allons réinvestir. Et ça se fait déjà. Le réinvestissement se fait. Cotonou change de visage. Notre palais a changé de visage. Disons d'abord merci. Et là, je rebondis sur ce qu'on avait dit par rapport à Vicentia Boucon. Je dis, je ne suis pas d'accord avec elle parce qu'elle a été ministre de la Santé. Quelle proposition elle avait faite? Le CNH était comme ça, qu'est-ce qu'elle avait dit, qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'on ne me dise pas, bavarder, cadre, c'est ce que nous sommes, nous avons bavardé, nous n'agissons pas. Agissons. Nous avons quelqu'un qui agit, il n'a plus qu'à agir. C'est un homme d'action, il agit, il nous fait avancer. Avançons avec lui. Si on ne veut pas faire ça, c'est qu'on ne veut pas développer le pays. On ne veut pas le développement. Alors, monsieur Aimé Avolontan, vous l'avez suivi, pour développer le Bénin, il y a des préalables et la contribution de chacun s'impose. Il demande à avoir des clarifications par rapport aux chiffres d'hier, comparé aux chiffres d'aujourd'hui et tirer les conclusions qui s'imposent. Je vous laisse la parole. Alors, avant de répondre de façon concrète à M. Avlessi, moi-même, je lui retournerai 3 ou 4 petites questions qui sont en lien avec le gros satisfecit d'hier. Okay. M. Avlessi, où est-ce qu'on peut aller chercher les états des lieux précis des infrastructures routières qui sont réalisées? Première question. Où est-ce qu'on peut aller chercher les chiffres précis dans notre grande transparence d'un état des lieux précis des infrastructures en cours de réalisation par le gouvernement? Monsieur Avlessi,
où est-ce qu'on peut aller chercher dans notre grande transparence un état mensuel ou annuel précis et détaillé de l'endettement du Bénin depuis avril 2016? Et je vais finir par une dernière question. Où est-ce qu'on peut avoir, M. Avlessi, la destination des fonds et la réalité, ou bien l'effectivité des réalisations, objet de ces endettements dans notre grande transparence, tant vantée par les institutions qui elles-mêmes sont celles qui sont nos créanciers. Maintenant, je viendrai à la réponse à votre question. Monsieur Avlessi, je vais vous dire ceci. Le 19 avril 2016, le ministre des Finances, le ministre Wadaï, a signé un arrêté. Notons que le 13, il y a eu ce constat, le 13 avril 2016, il y a eu ce constat dont je vous ai parlé la dernière fois, qu'il n'y avait que 47 milliards dans les caisses et que les besoins pressants dans l'immédiat étaient de 160 milliards. Nous n'avons même pas parlé de ces 129 milliards que le président Talon s'est octroyé alors que pendant sa campagne, il avait dit, en fait ce qu'il avait gagné, oui, par décision de justice, je veux bien, qu'il avait promis ne pas toucher ces 129 milliards. Je vous fais grâce de cela. Néanmoins, le 16 avril, quand M. Wadaï signe un arrêté qui engage un dépassement de crédit sur la rubrique budgétaire de l'année, une subvention à la Sonapra de l'époque, paix à son âme cette Sonapra, pour que quoi? Pour qu'elle puisse éponger ses dettes vis-à-vis de la SODECO. Et c'est cela qui m'amène dans le vif de ma réponse justement. En réalité, le régime du président Talon, d'abord je vais vous dire que, tout à l'heure nous allons davantage le décortiquer, que notre taux de croissance est basé sur un régime économique qui n'est pas diversifié. Notre taux de croissance est basé exclusivement sur un produit de rente, c'est-à-dire un produit dont nous ne contrôlons pas du tout les cours sur le marché, le coton. Mais pour revenir en fait à la situation concrète, en fait, le président Talon, dès sa prise de fonction le 6 avril 2016, a décidé de renforcer les seuls secteurs dans lesquels sont ses activités. Alors, il a le monopole du secteur cotonnier, du secteur anacardier, du secteur portuaire, du secteur aéroportuaire, du secteur hôtelier, du secteur de la distribution de produits pétroliers, du secteur pharmaceutique. C'est-à-dire que le même président qui devrait être garant de l'intérêt national à cette même mise monopolaire. Surtout, il nomme les juges. Il a la même mise sur les décisions administratives d'autorisation diverses. Son gouvernement décide de la politique fiscale du pays. Et à ce titre, M. Avlessi, je vais vous dire ceci. Le 15 mai 2017, le même ministre des Finances qui a autorisé le dépassement un peu plus d'un an plus tôt, pour qu'on éponge les dettes de la SODECO, envoie ce message, cette lettre en réponse au directeur général de la société Bénin Contrôle. Et ça, c'est signé de monsieur le ministre Wadaï le 15 mai 2017. Il dit ceci. Monsieur le directeur général, et il s'adresse au directeur général de Bénin Contrôle, par lettre citée, blablabla, en réponse, j'ai l'honneur de vous confirmer qu'en vertu des dispositions de l'article 47 du contrat de marché, blablabla, j'autorise une exonération, comme vous l'avez demandé, pour votre société et les sociétés affiliées à votre société, une exonération de taxes douanières dans une économie où, s'il vous plaît, notre bouée de sauvetage, notre machine à respirer est essentiellement fiscale. En fait, le président Talon et son gouvernement, dans leur orientation fiscale,
n'ont trouvé rien d'autre de génie à faire que d'exonérer, en fait, le plus grand, aujourd'hui en tout cas, employeur ou la plus grande structure économique pouvant contribuer largement. Quand on sait que tous les autres ont été chassés hors du pays, je veux nommer les Adjavron et compagnie, quand on pense à cela et que son gouvernement s'exonère les taxes douanières, quand l'on pense, par exemple, que enfin, il faut que je me calme un peu. En réalité, vous l'avez compris. Nous sommes dans un mode d'abjection morale qui est tel que je ne comprends même pas que des gens aujourd'hui ne puissent pas voir cela, ne puissent pas se lever pour dire mais non, assez c'est assez. En réalité, qu'est-ce que nous remarquons? Il n'existe de croissance qu'à travers les seuls secteurs d'activité dans lesquels le groupe, parce que pendant la Covid, on nous a sorti la chose, pendant lesquels le groupe Talon a ses intérêts et dans les activités dans lesquelles seul le groupe Talon a ses intérêts. Monsieur je vais vous dire, parce que je ne sais pas si... Donnez-moi 2 secondes. Okay. Donnez-moi 2 secondes pour finir. Je vais vous dire, je ne sais pas si vous le savez, monsieur Avlessi, mais la Banque mondiale a projeté justement notre taux de croissance à 2% pour 2020. Je ne sais pas si vous le savez. Donc nous allons chuter de 7,4 pour être d'accord avec votre chiffre à 2% en 2020. Et pourquoi? Parce que cette croissance est une croissance précaire, c'est une croissance fictive, c'est une croissance qui n'est basée sur rien d'autre qu'un secteur de rente dont nous ne... Les bateaux de balles de coton en direction de l'Asie sont refoulés du fait de la Covid parce que les industries textiles justement n'en ont plus besoin. Et c'est cela le drame de ce que cache cette croissance. Monsieur on revient sur la question du drame que cache cette croissance. Je vous laisse la parole. Mais j'ai malheureusement envie, je dis malheureusement parce que ça vous fait encore du temps d'intervention, mais vous voudrez bien promettre être très précis et concis, 1 minute, 1 minute 30, je vous le demande. Monsieur Avlessi vous a posé une question, c'est par rapport aux chiffres en termes d'électrification en zone rurale. Vous avez promis revenir là-dessus et j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment répondu à cette question en 1 minute pour revenir là-dessus rapidement. On lui donne la parole. Pour moi, alors, en fait, les chiffres qu'avance le monsieur Avlessi, c'est un peu comme moi, je divorce d'une épouse et j'en épouse une autre et je vais toujours me reporter à voir si ce que mon ancienne épouse faisait et qui ne m'agréait pas et que moi aujourd'hui, enfin qui m'a amené à en avoir, à divorcer et à en avoir une autre, et constamment dans cet enfermement, alors que au moment de son discours d'investiture, le président Talon, et ça a été répété après par le ministre du cadre de vie, le ministre des infrastructures, qu'avant décembre 2016, que le taux d'électrification sera rendu à un tel niveau où, eh bien, il suffirait simplement d'ouvrir la bouche pour que tout Cotonou, tout Porto Novo, tout Sakété soit électrifié. Monsieur Yetonji, je n'ai pas besoin de pérorer sur les chiffres. Je vous renvoie simplement, quand vous sortez hors du seul cadre des lampadaires de Cotonou, allez voir. Il a fallu, par exemple, que il faut... Merci, M. Ablonto. Un peu de mots, on vous aura compris sur la question. On vous aura compris. Ah oui, à vous, il a posé aussi une liste de questions. Je vous le permets, chacun, vous y allez et je reviens sur mes préoccupations. Allez-y. Merci, je crois que M. Ablonto m'a posé trois bonnes questions. Les infrastructures routières, où est-ce qu'on peut aller avoir les chiffres? Aller au ministère du Transport. Ça, je crois que les chiffres sont là. Allez là-bas demander les chiffres, vous les aurez. Et aussi par rapport aux réalisations en cours. Maintenant, par rapport, comment appelle-t-on, au taux d'endettement. Je dis, nous sommes à un taux d'endettement, je peux le dire déjà là. Et ça, c'est le rapport LF du ministère des Finances et de la direction du budget. Nous sommes à rapport 2020 Rapport 2020. Rapport 2020. Il peut aller, je crois qu'il doit pouvoir trouver ça. Et nous sommes en 2019, nous étions, parce qu'on n'a pas les chiffres de 2020, nous étions à 40,5% de taux d'endettement.
Bon, je crois que les chiffres sont là. S'il veut bien, je vais descendre vers les autres années. Mais je crois qu'il est scientifique, il est enseignant, il a les références, il peut aller prendre les chiffres par lui-même. Maintenant, par rapport aux autres choses, il parle du secteur sur lequel repose, par exemple, l'économie, et il trouve que c'est un produit de rente avec ses implications. Il s'en désole. Je peux comprendre, c'est ce que nous avons, c'est le produit que nous avons, les conséquences qu'il annonce. Ça, j'espère que ça pourrait venir avec un peu moins de choc. Si c'était vraiment ça, je ne sais pas. Mais le président Talon n'avait jamais dit qu'il fallait ouvrir sa bouche à Cotonou pour avoir l'électricité. Toutefois, Maria Glita, pendant 10 ans, a tourné autour de ça, n'a pas fini. Maria Glita est terminée. Il y a un Maria Glita 2 qui est en cours, qui s'en va être achevé. Ça, c'est visible, c'est là. Il vient à Cotonou, je vais l'amener à Maria Glita s'il ne connaît pas la route pour aller là-bas. Et je suis prêt, je viens le chercher, de l'aéroport, je peux l'amener avant qu'il aille à la maison. Ça, voyons les choses. Ce que nous voyons, nous parlons de ce que nous voyons. Nous disons ce que nous voyons. On a vécu des délestages ici qu'il n'a peut-être pas vécu parce qu'il n'était pas au pays. Il est là-bas où tout va mieux. Nous sommes à un niveau de connexion Internet où je parie qu'il y a 5 ans en arrière, cette émission qu'on fait à distance, on n'aurait pas pu le faire parce que nous avons évolué en ces termes-là, en termes de connexion Internet. Et tout ça là, c'est des facteurs de développement. Encourageons les gens à faire le pas de plus. Certes, je dis j'aime la critique. La critique, surtout quand elle est constructive. Ben, je n'aurais pas souhaité qu'on voit tout en mal. J'avais dit dans ma précédente intervention que je n'aurais pas souhaité. Certes, il y a des choses qu'on peut reprocher à XY, mais je n'aurais pas souhaité qu'on rapporte tout à M. Patrice Talon. La SONAPRA, par rapport à ces exonérations dont on parle, comment ça se gérait? Quels sont les facteurs comment on appelle-t-on, d'exonération? Quels sont les secteurs sur lesquels la SONAPRA était exonérée pour faire ce que ça faisait pendant qu'on n'en tirait pas grand-chose? Aujourd'hui, on en tire quelque chose parce que au moins la gestion est saine. Les exonérations, comment ça se passait? Je dis, je veux avoir des études comparées. Quelles sont les exonérations dont bénéficiait la SONAPRA pour qu'on ait les résultats qu'on a eus, que nous savons? Et quelles sont les exonérations que nous avons aujourd'hui qui nous permettent d'avoir les résultats actuels? Ça nous permet de faire vraiment des comparaisons. Si on ne va pas comme ça et qu'on dise, oui, on a pris l'aide, tout ça c'est vrai, c'est possible. Je n'ai pas vu, mais je dis, je concède. Mais comparons avec ce qui existe, qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Et en retour, qu'est-ce que nous y gagnons? Alors, la marche du Bénin vers le développement, pour puiser un peu dans ces éléments d'inquiétude, pensez-vous, M. Mathieu Ablessi, que la croissance actuelle, elle est précaire ou solide? D'une façon ou d'une autre, lorsque nous avons des produits à exporter, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que nous dépendons des autres dans une certaine mesure. Et ça, je suis d'avis. Moi, je dis, je suis dans une démarche scientifique. Si c'est que nous produisons, nous transformons, nous faisons, ainsi de suite, ça pourrait mieux faire. Je crois qu'on en viendrait là. Mais donc si on produit... C'est une piste à explorer. C'est une piste à explorer. Je pense que et quand ça va venir comme ça, si ça venait effectivement acheter notre croissance, on doit prendre des dispositions pour que, à l'avenir, on produise et que la plupart, à 90%, nos productions soient utilisées par nos usines locales. Avant qu'on exporte les produits finis. Ça pourrait être plus utile pour nous, ça pourrait créer des emplois, ainsi de suite. Et je parie que le président Talon, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas au gouvernement, mais je pense que si cette affaire survenait, si ce qu'annonce M. Avolonto venait à advenir, on aura la réaction du président, je le connais. Il est un homme d'action. Un homme d'action. Alors, très rapidement, avant qu'on ait M. Avolonto, il me permet, M. Avolonto, vous le permettez, je tiens un peu compte du temps d'intervention en le faisant aussi. Alors, la question d'intégration régionale ou sous-régionale, pour être précis, avec les données que le Bénin a aujourd'hui, qu'on peut brandir, en convergence, en lien avec les critères de convergence, si on doit les apprécier, vous en dites quoi? Voyez-vous, on était dans un environnement où, je me rappelle, en 90-91, quand le président Soglo prenait le pays, ce qu'on nous vantait, c'était le PASS, le programme d'ajustement structurel avec l'aide au développement et tout ça. L'aide au développement a fait ses preuves, a montré ses limites, j'allais dire. L'aide au développement a montré ses limites. Et aujourd'hui, la variante qui permet le développement, c'est la variante partenariat public-privé, qui appelle des fonds privés pour développer chaque pays. C'est pourquoi je dis, par rapport au taux d'endettement, au niveau d'endettement dont on parle, la variante est internationale. Savez-vous que le palais de justice de Paris est construit sous PPP? Le palais de justice de Paris est construit par un privé qui loue l'État. Bon, donc que des choses se passent comme ça pour développer le pays, qu'on ne ramène pas tout à un individu. C'est la variante d'investissement actuelle. Allez dans les universités.
Les PPP, c'est la donne. C'est vrai qu'il y a des critiques à cette nouvel élan. Parce qu'on ne voudrait pas que ça nous montre tout de suite ses limites, un peu comme l'aide au développement l'a fait. Mais ce n'est que ça. C'est ce qui existe. Et si on l'utilise à bonne fin, c'est bien tant mieux pour nous. Pose alors la question à M. Aimé Volonto. Oui, beaucoup de la matière autour de la question. Oui, le temps ne nous suffira pas, mais on va aller à l'essentiel. Alors, l'intégration sous-régionale en lien avec les critères de convergence, votre vis-à-vis a apporté ses apports, oui, vous me répétez, et vous, qu'en dites-vous? Bon, alors, permettez-moi en fait de faire d'abord un petit retour en arrière pour déplorer ce que M. Havleci est passé comme un bon politique tout autour de mes 4 questions sans jamais apporter un élément précis de réponse parce que ces éléments précis de réponse sont thésaurisés dans la structure contrôlée par le président Talon au palais. Et je vais rassurer M. Havleci que ce n'est pas moi qui ramène la dimension des débats et des difficultés du Bénin à Patrice Talon. C'est la réalité des choses. Je vous ai donné des exemples concrets du domaine économique qui soutient essentiellement aujourd'hui notre taux de croissance, lequel taux de croissance, comme je vous l'ai dit, projeté par la Banque mondiale devant chuter à 2% à cause de tout ce qui tourne autour du coton. Le cours du coton aujourd'hui est tombé de 66% de baisse du coût du coton. Et c'est essentiellement ça. Notre croissance est précaire et pas diversifiée parce que le président Talon ne souffre d'aucune compétition, ne souffre d'aucune concurrence. Il utilise tous les moyens à sa disposition pour empêcher la chose. Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité d'avoir cet échange qu'on n'aurait pas pu avoir. Mais vous n'avez pas évoqué, Monsieur Havleci, que SICAD TV ne peut plus émettre au Bénin aujourd'hui. Que le Soleil FM n'aimait plus, que des journalistes, parce qu'ils ont rapporté des propos tenus exactement par un procureur de la République, se retrouvent en prison et déféqués devant la loi. Vous n'avez pas mentionné ça. Vous avez parlé d'Internet. J'ai encore d'autres questions pour vous, Monsieur Havleci. Je sais que vous n'en avez pas les réponses parce que vous ne pouvez pas les avoir. Non, avant les questions, la question de convergence, critères de convergence. Oui, je viendrai aux critères de convergence. Mais je ne voudrais pas qu'on soit surpris. Je préfère que vous y répondez et ensuite les questions à M. Havleci. Pardon, ok. Les critères de convergence. Voilà. En fait, nous sommes dans un espace d'intégration sous-régionale. Donc, il y a une nécessité de respect, d'établissement de critères de convergence sous-régionaux, entre autres des convergences sociales, donc, dont la loi sur l'embauche qui doit éviter justement le dumping social. Et c'est ce que notre loi sur l'embauche fait essentiellement. Le dumping social. Avec Talon, nous sommes sortis de cette nécessité de convergence sous-régionale pour emprunter les chemins aventurés de ce que l'on appelle aujourd'hui rupture. La loi sur l'embauche. Regardez, monsieur Yatonji, je vous prends comme exemple. Aujourd'hui, avec cette loi sur l'embauche, votre employeur veut vous mettre à la porte. Au mieux, vous toucherez, peu importe votre ancienneté, peu importe vos années d'apport dans la compagnie, vous ne toucherez que 9 mois de salaire. Et ça, c'est au bon vouloir de l'employeur. À côté, au Togo, c'est... quels sont mes chiffres par rapport au Togo? En fait, oui. Alors, au Togo, c'est 2 ans de salaire que vous toucherez tout au moins. En fait, le Bénin s'éloigne de tout ce qui est critère de convergence sociale pour paupériser sa population parce que, malheureusement, ramenant à soi et uniquement à soi toute la dimension nationale de l'économie de ce pays-là, le président Talon fait du Bénin sa propriété privée et peu importe, vive la galère, eh bien, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Les communes qui sont vidées de leur substance d'autogestion. Or, le devoir des communes de se développer, d'aller chercher les moyens, par exemple, de plaire à leur corps électoral est dans la
la décentralisation qui a été très très bien pensée en fait au début du processus de l'avènement démocratique, c'est-à-dire du processus de 1990 qui n'existe plus. Aujourd'hui, nous n'avons plus de constitution. Tout le monde me dit « Oh, mandat unique, mandat unique, mandat unique ». Le président Talon a tant et si bien cru en son mandat unique, à son affaire de mandat unique, qu'en 2 coups de semonce, coups de boutoir à la Constitution entre 2018 et 2019, il n'a pas trouvé les moyens d'intégrer cette dimension de mandat unique dans ce qui passe aujourd'hui pour sa Constitution. La loi électorale, le code, la charte des partis, etc. Vous savez ce que c'est. J'espère, M. Yetonji, que nous aurons l'occasion de revenir sur la dimension spécifique des libertés individuelles. Parce que ça, c'est fondamental. Le jeune Kazmi Pedjo a donné des chiffres exacts. C'est-à-dire que les chiffres, le ministère ne les a pas contredits. Mais le jeune Kazmi Pedjo, pour avoir donné ces chiffres dans un climat où nous sommes premiers en matière de transparence, ce jeune est persécuté depuis 1 an et demi. Son procès, hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, vient d'être reporté pour la 11e fois. Pour la 11e fois au 10 décembre. Non. En fait, des amis m'ont dit d'apprendre à me calmer quand je débat. Mais c'est tellement... C'est-à-dire, la charge est... Oh non, la charge merci, monsieur Avolonto. J'ai les larmes aux yeux, monsieur Yetonji. J'ai les larmes aux yeux. Vous permettez? J'ai les larmes aux yeux. Et qu'on vienne nous vendre cela comme étant des exploits, comme étant... Monsieur Avolonto, vous permettez? Un idéal à viser. Monsieur Avolonto, merci. Bien, oui, monsieur Mathieu Avlessi, monsieur Avolonto est allé sur certains sujets, on peut dire aussi sensibles, mais il sort un mot, il dit... la dimension nationale est ramenée, dit-il, à un seul individu. Aujourd'hui, la nation semble ne plus exister pour lui. Il prend la question de l'embauche, de la gestion, rapport employeur-employé. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que c'est vrai que les choses ont évolué dans une certaine mesure, évolué parce que le contexte était... Ah oui, on n'a qu'une minute, m'a-t-on dit. Donc, vous y allez, vous allez conclure en même temps. Oui, le contexte était autre. On est passé dans un autre contexte. Moi, j'ai travaillé dans un projet où, quand ça a fini, j'ai eu 9 mois de salaire. Je suis allé à la maison. Ça existait dans le pays. Ce n'est pas inventé. Ça existe ailleurs. Je voudrais que dans son contexte, ils nous disent comment ça se passe. Si les gens à côté au Togo, ça se passe encore autrement, ils n'ont pas encore trouvé le besoin d'harmoniser avec ce qui se passe à l'international. J'ai travaillé dans un projet de l'USAID et c'est comme ça mon projet est venu à terme, j'ai été remercié. C'est aussi simple que ça. Votre conclusion, on y reviendra. Ma conclusion, cher ami, je vais demander à tous les Béninois d'être sereins, de faire confiance à ce qui se fait aujourd'hui. Les chiffres parlent et à partir de ces chiffres, je dis la richesse créée au niveau macro va se réinvestir et va tomber sur chacun de nous sous peu. Merci à vous, monsieur Aimé Avolonto. Ça va être juste pour conclure, ne vous en faites pas. Demain, c'est un autre jour, on pourra se revoir. Allez-y pour la conclusion. Alors, pour ma conclusion, je vais simplement attirer l'attention sur le caractère très, très pernicieux des institutions financières. En fait, aucune institution financière internationale n'a jamais critiqué un pays qui lui est affilié et dont ses activités de rente, intérêt, prêt dépendent. Merci, monsieur Avolonto, on pourra pas aller plus loin. Le temps est complètement parti. Monsieur Avolonto, on se retrouvera. Toutes nos excuses, on ne peut pas aller au-delà, m'avertit-on. On se retrouvera, c'est promis, ne vous en faites pas. 100% Bénin, le numéro du jour. Chers invités, malheureusement, on va devoir s'en arrêter là. Ne vous en faites pas, c'est promis, on se retrouvera. Pour vous qui nous recevez, toutes nos excuses aussi. On se quitte sur cette citation de Winston Churchill. La clé qui libère votre potentiel, mesdames, messieurs, n'est ni la force, ni l'intelligence, mais l'effort continue. Prenez soin de vous et à très bientôt. On ne baisse pas la garde.